Bien, bonjour à tous. On va essayer donc de démarrer la session d'aujourd'hui euh, avec donc le cours qui progresse sur les questions démographiques. Euh, la partie qu'on avait à étudier aujourd'hui, donc c'est un premier point sur les sociétés face au vieillissement de la population. Alors un premier point, la première sous-partie qui est assez descriptive, qui décrit un petit peu ce que c'est que le vieillissement et son inégale distribution dans le monde finalement, et en montrant bien que finalement à l'échelle mondiale, le vieillissement c'est plus un processus à venir qu'une réalité qui est bien installée, puisque ce que je vous ai mis au début du cours, c'est que finalement aujourd'hui on a seulement entre guillemets 9% de la population qui a plus de 65 ans à l'échelle donc mondiale. Donc on reste à l'échelle mondiale sur des sociétés globalement jeunes. Alors, juste, je précise aussi s'il fallait définir vieillissement au sens strict, et dans le cours, finalement, je ne l'ai pas fait exactement. Euh, le vieillissement, c'est finalement l'augmentation de la proportion des plus de, alors disons, en général, c'est 65 ans qu'on retient, hein. Donc, le vieillissement, c'est l'augmentation de la proportion des plus de 65 ans. Donc par rapport à ce qui était écrit dans le cours, par exemple, le vieillissement, on peut dire que c'est l'augmentation de l'indice de vieillissement d'une population ou d'une société. Donc quand vous allez traiter, sans doute à partir de la rentrée, donc à la fin des vacances, d'écoles alors certaines écoles sur le vieillissement, pensez bien à définir le vieillissement comme l'augmentation de la proportion des plus de 65 ans, pardon, ou l'augmentation de l'indice de vieillissement dans une population. Alors, sur ce cours, j'ai reçu une question en fait, donc je vais y répondre. Et ensuite, je verrai si vous avez d'autres questions auxquelles vous voulez que je réponde pour ce cours-là. Alors, la question qu'on m'a posée, je vais mettre. Alors, j'ai mis le document 16 au tableau et puis je vais en mettre un autre tout de suite après. Puisqu'en fait, la question qu'on m'a posée, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer, donc bon, les différences d'indice de vieillissement, on peut revenir sur les explications générales, mais là on m'a posé la question pour deux pays en particulier, donc je vais tenter de répondre pour ces deux pays-là. Comment expliquer le faible indice de vieillissement donc dans des pays comme par exemple l'Afghanistan ou le Qatar? Alors, pour avoir une réponse précise, j'ai pu apporter une réponse précise parce que la question m'avait été posée en avance, donc n'hésitez pas vraiment à poser les questions en avance, ça me permet de mieux les préparer, les réponses. Je vais partager un autre fichier, voilà.
Alors c'est des fichiers qui sont issus, c'est des pyramides des âges, hein, donc vous voyez, et donc ce sont des pyramides des âges qui sont issus de la CIA américaine en fait, hein, donc c'est l'agence de renseignement américaine qui étudie évidemment tous les pays du monde et qui publie des données sur tous les pays du monde. Ah oui, vous avez une pyramide des âges, hein, qui est celle du Qatar, qui est vraiment très très étrange. Alors, avec un faible vieillissement, alors je prends le pointeur, puisque le vieillissement, donc c'est la proportion des personnes qui ont plus de 65 ans. Donc on est sur ces générations-là. Et vous voyez que le volume, hein, de ces barres par rapport au reste est très faible, hein. Donc au Qatar, il y a à peu près 1,5% de la population qui a plus de 65 ans, donc très faible indicateur de vieillissement. Alors, c'est vrai que c'est étonnant pour le Qatar, donc je comprends la question, parce que le Qatar, c'est malgré tout un pays avec un niveau de richesse élevé. On sait, hein, que le Qatar tire ses revenus en particulier de l'exploitation de gaz et de pétrole, de gaz principalement. Et en fait, l'espérance de vie au Qatar, elle est assez élevée, hein, elle est de l'ordre de 80 ans à peu près. Donc c'est une espérance de vie qui est assez élevée. Alors c'est bizarre du coup d'avoir une espèce de tel déséquilibre de la pyramide des âges. Alors en fait l'explication elle tient j'allais dire aux structures économiques, au fonctionnement économique du Qatar. Vous savez peut-être que le Qatar c'est un pays en fait dans lequel la population nationale, c'est-à-dire ceux qui ont la nationalité du Qatar, est relativement faible. Aujourd'hui c'est un pays qui compte environ 2,5 millions d'habitants et on estime qu'il y a à peu près 11, 10-11% de la population qui a la nationalité du Qatar. Donc en fait, les vrais, entre guillemets, les nationaux du Qatar ne sont que 250 000, 260 000. Et en fait, qui sont les autres habitants? Ce sont des étrangers qui viennent travailler pour le Qatar ou pour les Qataris. Et c'est des étrangers qui viennent travailler en particulier dans l'immobilier, mais aussi dans la restauration, dans les services, etc. etc. Et en fait, ces travailleurs, qui sont donc des travailleurs expatriés, immigrés au Qatar pour travailler, sont principalement des hommes en âge de travailler, donc pas très vieux. Et ce sont des hommes qui viennent en général seuls et qui ensuite envoient une partie de leurs revenus à leur famille qui est restée. Alors, il y a beaucoup d'Indiens ou de Pakistanais, par exemple, hein, qui travaillent au Qatar. Donc, ça fait une pyramide des âges très étrange où vous avez une énorme surreprésentation des hommes et des hommes en âge de travailler par rapport aux autres catégories démographiques de la population. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est vrai que c'est surprenant. Alors voilà, pourquoi est-ce que du coup il y a une faible mortalité, un faible vieillissement? Bah, c'est que ces individus qui travaillent au Qatar pendant leur vie active, ensuite en général ils rentrent chez eux. Donc ils n'alimentent pas la population vieille du Qatar et ils rentrent dans leur pays d'origine. Bon, en tout cas, c'est une des explications. Alors, deuxième pyramide des âges, celle de l'Afghanistan. Donc ça, c'est une pyramide très classique d'un pays dans lequel l'espérance de vie est encore relativement faible, la mortalité reste assez élevée. Alors en Afghanistan, ça s'explique principalement parce que l'Afghanistan est un pays finalement qui est assez pauvre, assez sous-développé, et ce qui n'arrange rien, l'Afghanistan c'est un pays qui, depuis maintenant presque 30 ans, hein, connaît des guerres civiles épisodiques, parfois très violentes, parfois avec des interventions étrangères, comme celle des États-Unis en 2003, en 2001 pardon, et enfin à partir de 2001. Euh, et donc, à la fois parce que donc l'Afghanistan est désorganisé, que l'État n'est pas organisé et ne peut pas mettre en place de système de santé, à la fois parce que la violence guerrière, hein, dans la société fait que la mortalité à tous les âges est importante. Toutes ces raisons, hein, expliquent que bah, le vieillissement est très limité et finalement il y a peu de personnes qui arrivent à un âge avancé dans ce pays. Donc là, l'explication est plus simple, hein, ça tient au faible niveau de développement et aux épisodes récurrents de violence, de guerre dans ce pays. Voilà pour ces deux pays, hein, pour poser des questions principalement pour ces deux pays. Alors, si je reviens sur le document 16, euh, vous n'avez pas évidemment à étudier pays par pays les raisons pour lesquelles, hein.
l'indice de vieillissement est plus ou moins élevé. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que globalement, hein, vous avez des pays qui ont un indice de vieillissement qui correspondent plutôt élevé, pardon, qui correspondent plutôt aux pays développés, aux anciens pays développés, et les pays qui sont quand même en queue de classement, hein, à partir donc du Brésil, etc., etc. Vous voyez, c'est plutôt des pays qui sont ou en développement, qu'on a appelé parfois émergents, ou alors des pays pauvres, ou alors il y a des cas un peu exceptionnels, hein. C'est vrai que Qatar et Émirats Arabes Unis, hein, c'est des cas un peu particuliers. Donc c'est vrai que poser la question du Qatar, c'était vraiment intelligent, hein, puisque c'est un peu surprenant finalement ça aurait pu être surprenant de trouver le Qatar dans cette position. Voilà, alors ça c'était donc pour la question qu'on m'avait posée par mail. Alors le cours d'aujourd'hui, je pense, ça ne présentait pas, il est vrai, de très grosses difficultés. Malgré tout, est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez poser sur ce cours ou sur les documents qui sont associés au cours? En attendant éventuellement des questions, je regarde si je fais dérouler rapidement les documents, voir s'il y a des choses à raconter en plus ou à expliciter. Donc sur les pyramides des âges, on vient en plus d'en revoir deux autres. J'espère que vous avez bien compris, hein, le fonctionnement de ce type de document. Donc on voit très bien d'ailleurs que le cas de l'Afghanistan ressemble beaucoup en fait au cas du Congo-Kinshasa, hein. Euh, donc comment dire, la forme comme ça de cette pyramide en, oui, de cette pyramide en pyramide, hein. C'est pour ça qu'au départ on dit pyramide des âges. Donc cette forme pyramidale de la pyramide des âges, elle s'explique vraiment, hein, par une forte natalité, par des générations jeunes nombreuses, mais par contre par une mortalité assez élevée et une espérance de vie qui reste assez faible. Voilà. Alors, je fais défiler rapidement les documents, hein, mais il n'y avait pas non plus d'énormes, encore une fois, des difficultés de lecture, je pense, sur les espérances de vie. On retrouve donc quand même en grande partie les inégalités de développement, pour le coup. Alors, la définition du développement, elle est bien dans le document 19, donc ouais, augmentation de la proportion des personnes âgées, d'accord. Là, il n'y a pas de gros problème. Donc on retrouve dans ce document 19, hein, les trois facteurs du vieillissement dont parle aussi le géographe et démographe Gérard François Dumont. Vieillissement par le sommet ou par le haut, vieillissement par le bas, et puis vieillissement par la taille des générations. Donc il y a ces trois éléments qui peuvent expliquer le vieillissement démographique. Oui, donc pensez bien que le vieillissement est lié en partie à l'augmentation de l'espérance de vie. Donc on considère que ça concerne d'abord les pays qui sont développés et qui ont des systèmes de santé, des niveaux de revenus qui leur permettent, hein, de progresser en espérance de vie. Malgré tout, le cas des États-Unis est assez marquant. C'est pas parce qu'il y a un haut revenu ou un très haut revenu, hein, qu'on a une espérance de vie qui est très haute ou qui progresse forcément. Donc sur ce document, s'il y avait des questions, je veux bien y répondre, mais c'est pareil, hein. C'est c'est un exemple qu'il est intéressant de connaître. Celui du Qatar, pourquoi pas le retenir, c'est pas inintéressant. Mais là, la stagnation de l'espérance de vie aux États-Unis, pardon, depuis 2014, c'est vraiment un cas qu'il est intéressant d'avoir en tête, hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit bien qu'il y a des facteurs sociaux très importants, pas forcément que des facteurs de revenus, mais des facteurs sociaux, hein, dans l'évolution de la mortalité et l'évolution de l'espérance de vie, puisque aux États-Unis, hein, qu'est-ce qui explique en partie euh, la, la- la stagnation de l'espérance de vie et le regain de la mortalité dans certaines classes d'âge? Ben, c'est la consommation excessive de drogue aux États-Unis, et puis c'est la législation, pardon, très
comment dire, très souple hein, finalement sur les armes, sur le port d'armes, qui cause de nombreuses morts violentes. Alors, oui, donc là, Alan te pose une question sur la fin du cours, enfin en tout cas sur la dernière page du cours. Je vais la mettre pour tout le monde sous les yeux, comme ça, ce sera bien clair. Hop. Donc c'est ici, hein, c'est dans cette partie du cours que la question que pose Alan est interrogée. Pourquoi est-ce que les classes les moins aisées sont réticentes quant à l'idée de consulter des professionnels de santé? Donc là, il y a des sociologues hein, alors, vous voyez, c'est des études assez anciennes, mais qui ont été confirmées par la suite, depuis les années 70, se sont intéressés aux inégalités sociales face à la santé, face à la mort en particulier. Hein, comment on explique qu'il y a de telles différences de mortalité et de bonne santé entre les classes sociales et les catégories socio-professionnelles? Alors, ce que veut dire Luc Boltanski, puisque en fait depuis son analyse, il n'y a pas eu de grande découverte hein, quant à cette explication. Ce que veut dire ici Luc Boltanski, c'est que on va d'autant plus chez le médecin qu'on est à l'aise finalement quand on va chez le médecin. Qu'est-ce que ça veut dire? On va d'autant plus chez le médecin quand on sait qu'on va pouvoir utiliser le bon vocabulaire, que le médecin va nous regarder un peu comme un égal et pas comme un inférieur, entre guillemets, qu'on va pouvoir comprendre ce que nous dit le médecin. Euh, et en fait, d'après Boltanski, il faut donc déjà un certain niveau social, et en particulier culturel. Alors culturel, pas au niveau, encore une fois, de la culture, peinture, musique, etc., mais au niveau de l'ensemble des normes et des valeurs et des bons comportements sociaux. Donc il faut un capital culturel élevé pour oser aller, pour oser comprendre ce que va raconter, oser aller et pouvoir comprendre, pardon, ce que va nous raconter le médecin. Donc il y a une espèce finalement, Boltanski nous dit, il y a une espèce presque d'entre-soi, et c'est plus facile d'aller voir le médecin si on sait qu'on va être bien considéré, qu'on va bien comprendre ce qu'il raconte, et que nous-mêmes, on aura une certaine culture médicale déjà. Or, en fait, puisque déjà au départ, ce sont plutôt les classes aisées qui vont chez le médecin, eh ben, elles acquièrent de plus en plus de compétences médicales. Donc en fait, les inégalités ont plus tendance à se renforcer, hein. C'est-à-dire que plus on va chez le médecin et plus finalement ça devient banal d'y aller, plus le vocabulaire utilisé on le comprend, plus les comportements à adopter on les adopte naturellement. Donc il y a une espèce d'effet d'accumulation de la connaissance médicale et donc ce sont les classes aisées qui vont de plus en plus finalement consulter. Et en plus, ça leur permet à ces classes aisées de consulter de manière très préventive. C'est-à-dire dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a une difficulté médicale, dès il y a un soupçon, on va directement chez le médecin. Boltanski montre que dans les classes populaires, à l'époque, hein, en 1970, on parle encore beaucoup de bourgeoisie de classe populaire, hein. Donc Boltanski, il explique que dans les classes populaires, il y a une certaine réticence à aller chez le médecin. Alors, déjà, encore une fois, c'est une question de capital culturel, de vocabulaire, d'attitude. On ne sait pas très bien comment se comporter, on ne va pas comprendre ce que le médecin raconte. Donc, il y a une certaine honte sociale, quelque part, à aller chez le médecin, parce que c'est un moment où on va dévoiler son ignorance, on va dévoiler son infériorité sociale. Et en plus, d'après Boltanski, dans les usages sociaux du corps, en fait, dans la manière de considérer son propre corps, les classes populaires développent une image de la résistance du corps et notamment de la résistance à la douleur. C'est-à-dire, on est, entre guillemets, on n'est pas des chochottes, on n'est pas des mauviettes. Donc là, on a peut-être un petit bobo, une petite douleur, un truc un peu étrange qui se passe, mais on va pas aller chez le médecin pour ça. On est capable de résister, on est capable d'encaisser un peu la douleur et la souffrance, hein, en tant qu'ouvrier, en tant que travailleur dans des conditions difficiles et pénibles. On sait ce que c'est que de souffrir un peu, donc on va pas se déplacer pour si peu chez le médecin. Donc il y a aussi un peu ce culte dont parle Boltanski, hein, de la résistance, notamment la résistance à la douleur. Et tout ça fait que donc les classes moins aisées, parce qu'elles ne veulent pas afficher une infériorité sociale, parce qu'elles résistent davantage ou qu'elles veulent davantage résister à la bobologie, entre guillemets, hein, à la douleur qui reste supportable, hein, elles consultent moins les médecins.
Voilà, ce constat qui avait été fait par Boltanski, il est resté finalement réel hein, jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, c'est pour le cas de la France, hein, évidemment. Aux États-Unis, par exemple, la question se pose de manière un peu différente, puisque aux États-Unis, les systèmes d'assurance maladie, donc le financement des dépenses de santé, est largement privé, et ce qui fait que les individus doivent eux-mêmes hein, soit financer leurs dépenses de santé, soit avoir cotisé à des assurances privées pour que celles-ci ensuite financent leurs dépenses de santé. Ce qui fait qu'aux États-Unis, le revenu peut vraiment être un frein à la consultation médicale ou aux soins. En France, normalement, avec la protection sociale nationale, c'est pas la dépense, c'est pas le niveau de dépense qui va décourager la consultation. Et c'est pour ça que Boltanski dit, puisque c'est pas la dépense, c'est sans doute autre chose. Et si c'est autre chose, eh ben, en fait, c'est peut-être cette gêne sociale qui a aller chez le médecin. Alors, dans le document 21, je vais reprendre les documents avec vous. Vous avez aussi eu des idées intéressantes, hein, en particulier l'idée que les, comment dire, les différences hein, en termes de santé et donc ensuite en termes de mortalité, elles peuvent s'expliquer au-delà donc du revenu et de la fréquentation du médecin par le mode de vie en fait, hein, tout simplement entre guillemets, par le mode de vie des individus en fonction de leur classe sociale. Et plus finalement vous êtes dans une classe aisée, plus vous vous alimentez de manière satisfaisante, moins votre métier en général est pénible, plus vous avez du temps de loisir pour récupérer, en général plus vous faites aussi du sport, etc., etc. Donc, le revenu est une des dimensions qui peut expliquer les inégalités d'espérance de vie, mais ensuite c'est tout le mode de vie lié à la catégorie sociale hein, qui explique les différences de longévité, d'espérance de vie. Voilà. Euh, donc ça c'était le document 21. Et euh, dans le dernier document, ah oui, c'est la suite. Voilà, la suite ce que j'étais en train de raconter ici, c'est la suite de ce document 21 qui dit que le revenu est une dimension importante des inégalités d'espérance de vie, de longévité, euh, mais ce n'est pas un dernier paragraphe, ce n'est pas la seule explication. Voilà, alors, merci pour ces questions. J'attends juste une minute ou deux pour voir si d'autres questions se posent. Et sinon, je vous donne un peu la suite du programme. Alors, Anaïs, je vais couper mon micro et je te laisse la parole. Quand on parle des générations en sociologie, enfin, on parle de combien d'années environ? Enfin, une génération, ça dure combien d'années environ? Ok, alors il y a plusieurs possibilités hein, et donc plusieurs méthodes qui sont utilisées par les sociologues et les démographes. Alors, tiens, on va regarder ensemble. Si tu, je sais pas si tu as fait attention, hein, mais sur les pyramides des âges, en général, on prend. Alors oui, là, c'est peut-être pas très explicite. Oui, si c'est explicite. Je vais essayer de zoomer encore un petit peu. En général, si tu prends les pyramides des âges, hein, on considère des générations, donc des groupes qui partagent la même génération. On prend des durées de 5 ans. Donc tu vois, tu as de 0 à 4 ans, de 5 ans à 9 ans, de 10 à 14, etc. etc. Donc quand on fait les pyramides des âges, en général, on prend des générations de 5 ans. Dans la plupart des études démographiques et sociologiques, du coup, on utilise des niveaux de génération qui sont de cette dimension. Alors après, les sociologues parfois élargissent un petit peu la mesure, notamment dans les études qu'on appelle je vais y arriver, dans les tables de mobilité. Vous avez parfois des générations qui sont prises en compte et qui sont plus vastes entre guillemets. C'est par exemple les générations des baby boomers. Et dans ce cas-là, on va prendre les personnes qui sont nées entre 1945 et 1965. Donc on prend plutôt des générations d'une vingtaine d'années, sachant que démographiquement, souvent on a considéré que la génération est constituée l'ensemble des personnes qui étaient nées dans les 25 mêmes années.
Voilà. Donc en fait, en général, chaque outil ou chaque sociologue va préciser sa méthode. C'est pas interdit aussi de considérer des générations annuelles, hein, donc nées une année, du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Donc tu vois, sur la pyramide des âges, c'est 5 ans. Pour certains sociologues, ça peut être prendre des générations d'une vingtaine d'années, ou on peut le faire même annuellement. Hein. Donc il y a plusieurs possibilités, tout dépend du travail qu'on veut effectuer en fait. Hein. Euh, Voilà, je réponds sans répondre du coup à ta question, hein, puisque encore une fois, ça va dépendre du travail. Les démographes s'intéressent plutôt à des générations voilà, assez courtes dans le temps. Les sociologues peuvent prendre des générations en général un peu plus larges. Ouais, un peu plus larges. Les baby boomers, ensuite ceux qui sont nés après la génération des baby boomers, souvent on prend les années 60, milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 80. Hein. Et puis après, rappelle-toi, il y a les. Alors c'est plutôt du vocabulaire de manager plutôt que du vocabulaire de sociologue. Mais après, il y a les fameuses générations Y et Z, par exemple. Et là, c'est des générations qui sont plutôt disons, d'une dizaine d'années. Hein. Il est Y, milieu des années 90, milieu des années 2000, ouais, voilà, années 90, hein, années 90, oui, les années 90 plutôt. Et puis Z, celles qui sont à venir, hein, donc plutôt celles qui sont nées dans les années 2000 jusqu'à 2010 pour le moment. Bon, donc on a un éventail assez large des possibilités pour définir ce que c'est que la génération. Alors c'est une bonne question hein, parce que du coup c'est un peu gênant. Méthodologiquement, scientifiquement, mais donc chacun des sociologues ou des démographes doit préciser à chaque fois la taille des générations qu'il utilise. Voilà, donc j'espère que ça répond à peu près à ta question, Anaïs. Alors, ça y répond sans trop y répondre. Mais tu vois que ça peut dépendre des différents travaux. Vous entendez peut-être les enfants qui ont fait irruption dans le bureau. Voilà, côté radio. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que- est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent? Désolé pour la petite interruption. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent ou est-ce que je passe à la suite du programme? Alors, comme je disais par mail à l'une d'entre vous, là on va arriver donc à la période des vacances. Donc je vais pas donner de sujet de colle pour aujourd'hui et pour la session de demain. On reprendra le rythme d'école à partir de au revoir, à partir de la rentrée de Pâques. Euh, pour demain, donc il y a un cours qui est assez costaud sur le vieillissement. Donc je ne sais pas si demain on aura le temps de traiter toutes les questions ou de voir tout. Dans ce cas-là, il y aura aussi les vacances pour continuer éventuellement à poser des questions par mail auxquelles je pourrai répondre. Et on continuera donc sur ce cours à partir de la rentrée prochaine. Oui, je voulais juste dire une dernière chose aussi pour l'école. Alors bon, c'est pas très urgent puisque encore une fois, ce sera à partir de la rentrée. Mais pour l'école, pour ceux qui utilisent le logiciel euh, de, d'Apple, hein, je crois, le logiciel Page. Moi, à chaque fois, j'ai un petit peu de mal hein, à l'ouvrir et à le convertir. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, honnêtement, la mise en page est pas essentielle hein, dans la correction. Donc, ce que vous pouvez faire, ceux qui utilisent le logiciel Page, c'est me copier-coller votre texte dans le corps du mail ou me le copier-coller ou le convertir en PDF éventuellement, sinon. Hein. Mais évitez de me l'envoyer sous le format Page que j'ai, enfin, disons que ça me demande des manipulations et ça, je pourrais gagner un peu de temps hein, en ne les faisant pas. Euh, je réfléchissais s'il y avait d'autres éléments ou non, que je regardais, oui, je vérifiais aussi la date du prochain DST qui est fin mai, donc on aura le temps d'en reparler. Là, avec les vacances qui arrivent, donc j'aurai plus les lives à animer et les cours à rédiger, donc je vais pouvoir m'attaquer à la correction, enfin finir en fait, j'avais pu commencer mais pas du tout terminer la correction de votre dernier DST. Donc à la rentrée aussi, ce qu'on fera, c'est qu'on corrigera
l'EDS que vous avez fait le 7 mars. Donc sans doute la première session ou la deuxième session sera une session entre guillemets de correction. Enfin, je vous ferai un corrigé et puis on le commentera ensemble. Voilà, alors même si on se revoit demain, mais voilà, si pendant les vacances, encore une fois, vous avez des questions sur les cours qu'on a vus ensemble, voire même ça peut être des cours plus anciens, si vous faites un peu de révision sur ce qu'on a fait pendant l'année, si c'est des questions sur vos lectures aussi, voilà, vous n'hésitez pas, même pendant les vacances, à m'envoyer un petit mail, et je pourrais y répondre. Et d'ailleurs, je pourrais sans doute plus facilement y répondre pendant les vacances, encore une fois, parce qu'il y aura malgré tout un rythme peut-être un peu plus léger. Voilà, comme il n'y a pas eu d'autres questions publiées dans le chat et pas de demande de parole, je vais mettre fin à la session pour aujourd'hui. Merci donc d'avoir participé. N'hésitez pas à continuer à me contacter. Et pour demain, mardi, on va garder le même horaire, à peu près 10h15, pour l'étude du document du cours du 7 avril sur les enjeux économiques du vieillissement, avec là un cours qui est assez dense. Donc on essaiera de bien en faire le tour. Je vous dis donc bonne fin de journée à tous, bon courage pour votre travail et prenez soin de vous, faites attention à vous toujours bien sûr. Je vous dis à demain.